livré près de 3,9 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Ça, c'est depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, en novembre, fin novembre, qu'en est-il exactement? Nos analystes vont tenter de répondre à cette question. Et puis, deuxième thématique, on va tenter de comprendre le bilan, ou alors tenter de comprendre les enjeux du rapprochement, du possible rapprochement désormais entre la Corée du Nord et la Chine. On s'interroge là-dessus alors que le président chinois Xi Jinping a écrit dans une lettre adressée au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un que la République populaire de Chine est d'ores et déjà prête à travailler avec la Corée du Nord pour assurer la paix, la stabilité, la prospérité dans la région, mais également dans le monde entier. Alors, on va tenter de comprendre cela dans le contexte géopolitique actuel, surtout alors qu'on sait que la Corée du Nord veut devenir la plus puissante force nucléaire du monde. Et puis, on va sortir de l'émission en parlant de la coopération française, le bilan depuis le début des relations coloniales entre la France et l'Afrique, mensonges, pillage et manipulation. C'est le point d'interrogation. Quel bilan faites-vous de la coopération française en Afrique? Voilà les trois sujets principaux qui nous intéresseront tout au long de cette matinée géopolitique sur la télévision panafricaine. On a le plaisir bien sûr de retrouver nos analystes donc dans le cadre de cette émission. Gamal Abina, internationaliste. Bonjour à vous Gamal, merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cette nouvelle édition de Géopolitique internationale. Ouais, le problème, c'est que je ne peux pas rester plus de 2 heures. Ah, ouais, c'est ça. Ça va poser problème. Bah, pas d'explication. Avec nous dans le cadre de cette édition, Jimmy Dalido est également avec nous dans le cadre de Géopolitique internationale ce matin. Bonjour à vous, Jimmy Dalido, bienvenue. Merci de nous retrouver en direct. Moi, j'ai prévenu que je serais peut-être en retard. J'ai pas été en retard, mais là, malheureusement, il y a un gros retard. Ouais, là, ils sont là, bon, une demi-heure de retard. Ouais, c'est beaucoup. Voilà, en attendant que les invités soient confortablement installés, voilà, dans quelques poussières de secondes, hein, on va pouvoir les avoir tous les trois, voilà, parce que Luc Michel sera également des nôtres ce matin dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale, et peut-être que Linda Larbaoui pourra nous rejoindre également. Voilà, Jimmy Dalido, bonjour à vous. Tout à l'heure, je vous souhaitais la bienvenue dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Merci de nous retrouver en direct. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Jimmy Dalido, merci d'être là. Gamal Abina est à vos côtés. Bonjour Gamal, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Voilà, merci à tous les deux d'être là. Tout à l'heure, on va certainement retrouver Luc Michel. Est-ce que Luc Michel est déjà avec nous? Oh, voilà, pas encore. Luc Michel sera donc là et probablement Linda Larbaoui. Alors, chers messieurs, on va donc commencer ce matin par la crise ukrainienne. On va tenter de comprendre à ce jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que les États-Unis vont continuer à livrer les armes à l'Ukraine alors que certains analystes révèlent que l'Occident bientôt sera à court d'armes justement? Est-ce qu'ils vont continuer dans cette lancée? Mais surtout, comprendre peut-être aussi le bilan de cette livraison d'armement. Sur ce point, j'aimerais commencer avec vous, Jimmy Dalido. Alors, on sait que au mois de juillet dernier, Jimmy Dalido, les États-Unis avaient livré, au mois de juin, voilà, pardon, les États-Unis avaient pratiquement livré soit environ 3,9 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Et aujourd'hui, certains analystes révèlent justement que le stock des Occidentaux d'armes commence à s'épuiser. Est-ce que vous pensez qu'ils vont poursuivre dans cette lancée, les États-Unis particulièrement? Est-ce que les États-Unis vont continuer à livrer les armes à l'Ukraine? Oui, alors il y a deux choses. Il y a la posture des États-Unis et la posture de l'Union européenne. Effectivement, les États-Unis vont continuer à fournir des armes en Ukraine. Et je pense que franchement, ce serait une erreur de penser que les capacités productives en armement des États-Unis se faibliraient. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'ils sont encore la première puissance mondiale, c'est le premier impérialisme mondial,
Il a des capacités productives phénoménales et il va continuer à fournir en armes. Ce qui est très problématique, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que en tout et pour tout, si vous faites l'addition entre les aides militaires, l'addition entre l'aide militaire apportée par l'Union européenne et par l'impérialisme nord-américain, c'est plus de 100 milliards qui ont été apportés, plus de 100 milliards qui ont été apportés en armement, sous forme d'armement, pour aider le gouvernement néo-nazi d'Ukraine. Donc, alors, quand il s'agit d'aider un gouvernement néo-nazi en Ukraine et pour tuer des gens, l'impérialisme débloque plus de 100 milliards, plus de 100 milliards. Par contre, je rappellerai que l'impérialisme, qu'il soit états-unien ou français ou allemand, ça fait 50 ans qu'ils sont, un peu plus même, qui sont sur le continent africain et ils n'ont jamais rien fait à part destruction au chaos. Ils n'ont jamais financé d'infrastructures. Ils n'ont jamais permis au continent africain de se développer. Donc 100 milliards pour tuer des vies, mais ils n'ont pas d'argent pour sauver des vies. Vous voyez? Donc ça, c'est une base de principe qui est inadmissible, inconcevable, et que nous devons combattre de toutes nos forces. Mais en même temps, vous savez, il y a une contradiction quand même entre l'Union européenne et les États-Unis, parce que évidemment, on l'a déjà dit, mais c'est important de réaffirmer cette réalité que les impérialismes organisés au niveau européen, Berlin, Paris, britanniques, ont des capacités productives considérablement réduites par rapport à l'impérialisme nord-américain. On, euh, euh, on sait que les directives européennes qui émanent de Bruxelles ont été particulièrement destructrices et ont empêché, ont empêché en corrélation avec les gouvernements de Paris et Berlin, évidemment, les directives européennes ont considérablement réduit le tissu industriel dans tous les pays d'Europe, à part peut-être l'Allemagne, qui est un peu plus industrialisée parce que c'est lié à des restes de la Seconde Guerre mondiale et le fait que l'Allemagne a été nazie. Donc forcément, il y a eu un tissu industriel qui a été conservé après 1945. Mais on constate qu'en fait, la production a été considérablement réduite. Elle a été quasiment réduite à quasiment un néant. En France, on ne produit plus. En fait, l'impérialisme français ne produit plus. L'impérialisme français est devenu une zone de commerce. La France est une zone commerciale. C'est pas une zone productive. La force importe des marchandises provenant d'un peu partout dans le monde, mais elle n'exporte quasiment plus de marchandises. On a bien vu que l'impérialisme français est incapable de s'autosuffire en gaz, en électricité. Là, le froid, il arrive, on est déjà en train on est en train de faire des coupures de chauffage carrément. Vous voyez? Donc, de là à continuer à produire des armes et de là à exporter des armes en Ukraine, on le fait. On le fait, hein. On ne peut pas dire qu'on le fait pas. Si l'impérialisme français, s'il est impérialiste, c'est qu'il a encore des capacités financières qu'on ne peut pas sous-estimer. Mais par rapport à l'impérialisme nord-américain, c'est carrément le jour et la nuit. Après, effectivement, je pense qu'il y a il y a deux choses importantes. La première chose, c'est qu'effectivement, je pense que c'est important de réaffirmer cette réalité, cette base de principe que nous devons combattre de toutes nos forces, qui est que l'impérialisme apporte 100 milliards pour tuer des vies, mais il n'apporte aucun euro pour sauver des vies, que ce soit sur le continent africain ou même sur le continent européen ou ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer les capacités productives de Washington, malheureusement, parce que ces capacités productives sont considérables. Je reviendrai sur un autre élément qui est ce que j'ai appelé le cyber-impérialisme. J'avais écrit un texte d'ailleurs en France qui avait été publié dans des médias, pas mal repris dans certains médias, où je parlais du cyber-impérialisme, cette nouvelle caractéristique de l'impérialisme. On le voit par exemple avec la posture, enfin le cyber-impérialisme, c'est le fait que l'impérialisme maintenant utilise, on a une vision militarisée assez limitée. Pour nous, en général, on voit l'armée, on voit les tanks, on voit les missiles, mais attention, parce que le cyber-impérialisme utilise aussi toutes les voies de communication, notamment ce qu'on appelle le cyberespace, qui passe par, comme vous le savez, hein, les réseaux sociaux, les smartphones, etc. Mais ils vont utiliser aussi des réseaux bien plus complexes. Je prends un exemple avec Starlink, des réseaux de connexion Internet. Je pense notamment à la position de SpaceX, du patron de SpaceX, Elon Musk, qui a clairement dit, par exemple, dernièrement, il a dit que Starlink
vous savez, c'est Starlink, c'est ceux qui apportent des terminaux de connexion à Internet en Ukraine notamment et partout dans le monde. Et en fait, le patron de Starlink a clairement dit qu'ils étaient à plus de 100 millions d'apports financiers pour pouvoir apporter en Ukraine des réseaux de connexion et qu'à un moment, le ministère américain devrait prendre le relais. Donc là, on voit bien toute la portée, on voit bien le fait que ce qu'on appelle le capitalisme de monopole, qu'on appelle l'impérialisme, et le fait que les multinationales contrôlent tout jusqu'à contrôler les États eux-mêmes. Voyez. Et on voit qu'on est tous subordonnés aux décisions des multinationales. C'est faux de croire que les États dirigent les multinationales dans le cadre impérialiste. C'est les multinationales qui dirigent les États. Et en fait, donc, on est arrivé dans l'ère du cyber-impérialisme. C'est ce que je développé dans mon texte, le cyber-impérialisme. Et ça, c'est une nouvelle configuration, un nouvel aspect de l'impérialisme qu'on n'avait pas avant. Et le cyberespace, donc, comme Starlink, c'est pas les seuls. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre. Et les États-Unis, quand on parle de l'armement que vont continuer à produire les États-Unis pour aider le gouvernement néo-nazi d'Ukraine, passera aussi par, c'est pas seulement les missiles et les tanks, c'est aussi tout ce qui est développement du cyberespace et qui va permettre de fluidifier la guerre. Encore une fois, je terminerai par là, c'est que les États-Unis ils ne lâcheront pas parce qu'ils ont très bien compris qu'avec l'Ukraine, la Russie est un empire. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. S'il y a jonction entre le Heartland et le Luimland, c'est-à-dire une jonction entre ces deux parties du monde, bah, s'il y a jonction, c'est fini pour le pétrodollar. Et cette jonction, et les États-Unis ont très bien compris en contrôlant l'Ukraine, en empêchant le contrôle de l'Ukraine, en tout cas le contrôle de l'Ukraine par l'organisation de la coopération de Shanghai et par cette force sino-russe, en empêchant le contrôle de l'Ukraine, elle empêche la Russie de devenir un empire et elle empêche le développement du continent eurasiatique. Et elle empêche la jonction entre le Heartland et le Luimland. Donc elle ne lâchera pas. Là, ça va être une bataille du cyberespace, le cyberimpérialisme, et une bataille de chiffres, une bataille d'argent, malheureusement, ce qui génère le profit permettant de développer les capacités productives. Encore une fois, c'est la force de travail humaine exploitée dans les process de production capitalistes. C'est la force de travail humaine qui crée du profit et avec ce profit, on reproduit le capital. Concrètement, avec la force de travail humaine exploitée, on fait du fric. Avec ce fric, on produit des armes. Donc malheureusement, ça va être une bataille de chiffres, une bataille entre deux grandes puissances, deux forces motrices mondiales. Et malheureusement, ils vont faire payer ceux qui vont payer, ben, encore une fois, c'est le peuple travailleur, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Afrique ou en Asie. C'est le peuple travailleur qui va payer. Jimmy Dalédo pour cette analyse un peu plus explicite. Alors, Gamal Abina, si on s'en tient à l'analyse que vient de faire Jimmy Dalédo, on comprend très bien que d'une certaine façon, à la question de savoir si les États-Unis continueront la livraison d'armes en Ukraine, d'une certaine façon, il répond par l'affirmative. Alors, dans ce cas, est-ce que vous partagez cette analyse, hein, parce qu'on sait que je l'ai d'ailleurs dit à l'entame de l'émission, on sait que les États-Unis et les Européens, d'après certaines informations à nous parvenues ici à la rédaction d'Afrique Média, pressent les industries d'armement d'augmenter le rythme de leur production. Est-ce que d'une certaine façon, ça voudrait dire que le côté occidental n'est pas prêt de s'arrêter dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? Alors oui, il y a deux questions qui sont posées là-dessus. La première question, est-ce que les États-Unis ont la capacité de produire beaucoup d'armements? Il ne faut jamais oublier une chose essentielle, les États-Unis sont la première puissance industrielle militaire quasiment de la planète. Donc non seulement ils en ont la capacité, mais surtout ils ont des quantités considérables d'armes en réserve. C'est comme un budget qui est entre 600 et 700 milliards de dollars depuis 20 ans. Donc ils sont très très loin d'être en difficulté par rapport à la production d'armement. Ils en ont largement les moyens. La question qui se pose à ce niveau-là, c'est pas les États-Unis, c'est est-ce que l'Europe est en mesure, et on voit bien que c'est pas le cas, de produire des armements à destination de l'Ukraine, alors qu'ils sont actuellement, parce que pour des raisons budgétaires, avec une réduction considérable des budgets d'armement en Europe, c'est la Commission européenne qui a organisé ça, et les Européens étaient d'accord là-dessus, puisqu'ils rêvaient d'une armée commune et ils espéraient toujours avoir le parapluie de l'OTAN. Donc les Européens ont un petit peu baissé leur production d'armement, et ils sont donc incapables d'assurer
une augmentation des exportations d'armement à destination de l'Ukraine sous forme de dons ou sous forme de prêts ou de ventes, tout simplement. Donc la question, est-ce que les États-Unis en sont capables? Oui, parfaitement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les États-Unis ont largement les moyens de produire et de fournir les armements aux Ukrainiens. Maintenant, est-ce que les États-Unis le veulent? C'est une autre question. Les États-Unis le veulent, dans une certaine mesure, Biden en particulier, mais depuis les midterms, depuis les élections avec des budgets faramineux qui ont été octroyés pour l'Ukraine, eh bien, beaucoup d'États-Unis commencent à se poser la question de l'intérêt de cette guerre qui coûte de l'argent. Évidemment, aux Européens, c'est une chose, mais qui va peut-être pas forcément rapporter autant que ça aux États-Unis, même s'ils profitent à plat de l'augmentation du cours de gaz et du pétrole, qui leur profitent par rapport à leurs industries, qui sont des industries qui coûtent cher à l'exploitation plutôt. Le pétrole et le gaz du schiste sont très chers, le coût d'exploitation est très élevé, et il faut un minimum de 80 dollars le baril de pétrole, par exemple, pour aller exploiter du schiste. Donc c'est une des raisons qui a motivé les États-Unis à pousser à la guerre, parce qu'évidemment, quand on fait les sanctions à la Russie, ça fait augmenter immédiatement les cours du gaz et du pétrole, mais de l'autre côté, il y a l'effet boomerang. C'est-à-dire que ce qui va profiter aux États-Unis sur un plan économique va peut-être pas leur profiter sur un plan politique et militaire. Et en l'occurrence, comme les Russes sont à domicile, puisque lorsqu'ils frappent l'Ukraine, c'est à la porte de la Russie, eh bien, ils ont les moyens d'une intervention extrêmement puissante et efficace que les Ukrainiens n'ont plus. Ils se rendent bien compte que les Ukrainiens sont manipulés quelque part, puisqu'on les pousse à la rupture alors qu'ils pourraient négocier. Et ils ont largement les moyens de subvenir à ces besoins, mais un courant américain refuse que les États-Unis continuent à apporter de l'argent ou des dons, parce qu'il y a quelques dons qui ont été faits, au profit de l'Ukraine. Leur retour sur investissement étant pas évident, n'oublions jamais que les États-Unis sortent de deux grandes défaites. Ils ont perdu la guerre en Afghanistan, ça leur a coûté très cher. Ils ont perdu la guerre en Irak, ça leur a coûté très cher. Et ils se rendent bien compte qu'en Ukraine, il n'y a pas de pétrole et de gaz, à part peut-être l'exploitation de quelques minerais de fer et puis surtout de l'agriculture, mais c'est pas non plus un pays qui est très intéressant sur le plan géopolitique. Donc les États-Unis se posent la question de savoir si ça vaut le coup d'y aller. Donc Biden est plutôt pas en guerre, on le sait depuis le début. Son Parlement, lui, est plus favorable, évidemment. Il y a donc une rupture dans la stratégie globale. Et je ne crois pas du tout qu'il y ait un problème d'approvisionnement. Ils ont les moyens de fournir les armes. Je pense que le problème se pose au niveau politique. Est-ce que oui ou non ils vont continuer? Et il me paraît évident aujourd'hui que les États-Unis vont commencer à afficher leur position. Preuve en est, des journaux commencent à laisser fuiter quelques articles qui commencent à dire que des officiels américains, des généraux, demandent à ce que les Ukrainiens aillent à la table des négociations. Parce que évidemment, il y a d'autres aspects dans cette guerre, c'est que la victoire en termes économiques, c'est vrai qu'elle profite aux Américains, mais elle est totale pour les Russes. Eux aussi ont du pétrole et du gaz, qui coûtent moins cher d'ailleurs à l'exploitation. Eux aussi ont trouvé des alliances importantes comme la Chine et d'autres pays de l'Est jusqu'aux pays d'Afrique ou d'Asie. Eux aussi se sont repositionnés sur un monde qui veut se dédollariser. C'est ce que veut Poutine, c'est ce que veulent les Chinois. Donc le risque pour les États-Unis, c'est la dédollarisation. C'est-à-dire que ce qu'ils gagnent en gaz et en pétrole, ils risquent de le perdre en influence monétaire. Donc c'est vrai que la question à poser, c'est est-ce que les États-Unis veulent continuer la guerre? Non pas parce qu'ils ont les moyens, ils en ont largement les moyens, mais est-ce que ça vaut le coup sur un plan du retour sur investissement, c'est-à-dire donner de l'argent pour en gagner plus? Et là, c'est beaucoup plus difficile de penser que ça vaut le coup. Donc la question aujourd'hui, c'est pas de savoir s'ils peuvent le faire, c'est s'ils veulent le faire. Alors justement, la question de savoir s'ils veulent le faire, justement, j'aimerais revenir sur un aspect, à la fois cet aspect humain, matériel et ou financier qui concerne les Américains eux-mêmes, parce que on sait que en ce qui concerne la guerre en Ukraine, les armes continuent d'affluer en Ukraine. Les premiers bailleurs de fonds sont bien évidemment les États-Unis. Alors, Dimi Daledo, selon vous, comment se sentent, tout à l'heure, Gamal Abina disait que les Américains se demandent notamment, mais quelle est cette guerre qui coûte beaucoup d'argent? Alors, selon vous, à l'heure actuelle, vu la tendance du monde actuel, au plan géopolitique et au plan financier également, au regard de toutes ces dépenses, comment se sentent les Américains lorsqu'à chaque fois les États-Unis, via Joe Biden, annoncent de nouvelles livraisons d'armes en Ukraine? Oui, alors c'est une très bonne question parce que effectivement, malheureusement, dans l'analyse, on a plutôt tendance, moi le premier, hein, des fois, il faut vraiment faire la différence, tracer une ligne de démarcation entre le gouvernement, quel que soit le gouvernement, et la population. Ça, c'est très important parce que, encore une fois, dire que le gouvernement d'Ukraine est néo-nazi, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que le peuple d'Ukraine, dans sa majorité, est néo-nazi. De même que l'impérialisme, le gouvernement nord-américain est criminel, appelons un chat, puisqu'il sème le chaos et la terreur au niveau mondial depuis des décennies, mais ça ne veut pas dire que le peuple américain, nord-américain, est criminel aussi. Et encore une fois,
Je pense que le peuple américain sont en majorité hostiles à la guerre. On a bien constaté que depuis ces dernières, que la plupart des présidents américains ne sont pas soutenus en fait par la majorité de leur population. Je rappellerai quand même que la population afro-américaine est particulièrement ancrée aux États-Unis. La population afro-américaine, elle est présente, elle est martyrisée par les forces de répression de leur propre pays. On se souvient encore les conséquences du cas de George Floyd, par exemple, et ça, c'est un cas parmi d'autres, hein. Et cette population afro-américaine, bon, à un moment, voilà, il y a eu un président qui était Barack Obama, on va dire qu'il était un petit peu plus progressiste que tous les autres, mais le piège consistait à mettre un homme, un homme avec une peau colorée, on va dire ça, un homme noir, et en disant et en faisant croire qu'il changerait la donne. En fait, il était grand représentant de l'impérialisme nord-américain, lui aussi, hein. Il a pas arrêté, il n'a pas ralenti l'exploitation de la force de travail nord-américaine. Au contraire, il l'a aggravé comme tous les autres présidents. Donc la majorité des Afro-Américains souffrent. Ils sont martyrisés depuis des décennies, indépendamment, et la majorité des Américains ne soutiennent pas leur président. Donc, je pense que voilà, une ligne de démarcation doit être faite. Et là, on en revient et c'est le deuxième point à laquelle je voulais en venir sur la base de votre question, c'est que la guerre, elle n'est pas seulement militaire. La guerre, elle est aussi idéologique. Et la guerre idéologique, elle ne cesse jamais. Encore une fois, on a une vision militarisée de la guerre. C'est un problème. Parce que finalement, l'intervention militaire dans une guerre, c'est toujours le degré très élevé d'une guerre qui a commencé bien en amont. Le militaire, tout ce qui est donné militaire, finalement, ouais, c'est un élément important, mais la guerre, elle a déjà commencé, en fait. La guerre, elle est d'abord idéologique. Et la guerre, elle a jamais cessé après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça, aussi pour ça que, après 45, s'est dessiné le bloc de l'Est, le bloc socialiste de l'Est, qui était doté d'une idéologie totalement différente, donc l'idéologie du socialisme, et qui est en contradiction avec l'idéologie de l'Ouest, le deuxième bloc qui lui prenait le capitalisme. Donc la guerre, elle est aussi idéologique, elle n'est pas seulement militaire. Et dans ce sens, je pense que, alors, deux choses importantes. Oui, effectivement, l'impérialisme nord-américain a des capacités productives phénoménales, il ne faut pas les sous-estimer. Ils vont continuer à fournir des armes et ils ont la capacité de le faire. Mais par contre, je ne crois pas que l'impérialisme nord-américain est victorieux au niveau de la guerre idéologique. Au niveau de la guerre idéologique, les États-Unis ont perdu. Ce qui maintient l'impérialisme nord-américain en place, c'est la même chose que ce qui maintient le gouvernement français de Paris ou Berlin, c'est la répression. Je pense notamment en France avec les Gilets jaunes, qui ont été un mouvement considérable, ce qui a fait que ce qui fait que pour l'instant, ça ne fait pas effet boule de neige et que le gouvernement français n'est pas tombé. Et je vous rappellerai que le gouvernement français a failli tomber lors des Gilets jaunes. C'est la répression. C'est la répression de l'impérialisme qui est particulièrement violent, que ce soit aux États-Unis ou en France. Ils n'hésitent pas à arracher des mains, ils n'hésitent pas à arracher des yeux, ils n'hésitent pas à enfermer des gens, à leur mettre la pression physique, des pressions physiques, psychologiques. C'est ça qui maintient ces gouvernements. Donc ils sont encore très en avant sur le plan militaire, malheureusement, parce que leurs capacités productives sont phénoménales. Mais, alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'Est n'a pas aussi des capacités productives, parce que là, on voit bien qu'il y a une entente nord-coréenne, chinoise, russe, Inde, iranienne, etc. Cette entente va se renforcer. C'est une coopération militaire considérable. Il ne faut pas la sous-estimer non plus. Mais en même temps, on constate que sur le plan idéologique, le bloc du Nouveau Monde à l'Est sont en avance. Il faut dire comme elles sont, ils sont en avance. Parce qu'ils n'ont jamais, ils ont pas les mêmes rapports avec le continent africain. Le bloc du Nouveau Monde à l'Est n'ont pas les mêmes rapports avec le bloc africain. C'est pour ça le bloc de Nouveau Monde peuvent jouir d'une confiance des Africains, contrairement à l'Ouest, le bloc de l'Ancien Monde qui se casse la gueule, qui n'ont plus la confiance du continent africain, entre autres. Donc ils ont la confiance, pourquoi? Parce qu'ils sont le plan idéologique. Il y a eu un bloc
le bloc de l'Union soviétique après 45, bah, il s'est cassé la gueule dans les années 90, mais sur le plan idéologique, ils se sont jamais cassé la gueule. Il faut encore une fois, il faut bien différencier l'aspect militaire de l'idéologie. Et sur cet aspect-là, l'impérialisme nord-américain, pour moi en tout cas, ont d'ores et déjà perdu. Pour cette autre analyse. Alors, Gamal Abina, revenons un tant soit peu finalement sur les réelles motivations aussi, ou alors sur toutes les motivations, c'est-à-dire que ne pas seulement voir les objectifs, les motivations américaines dans ce conflit ukrainien, mais dans les conflits dans le monde pour tenter d'élargir un autre sujet, parce que on sait par exemple qu'au mois de janvier dernier, c'est-à-dire en tout début d'année, les experts estimaient que les États-Unis avaient livré près de 90 tonnes d'armes létales en Ukraine. Et il y a quelques jours, quelques semaines, c'était fin septembre dernier, un haut responsable russe du nom de Konstantin Gavrilov, il était le chef de la délégation russe aux négociations sur la sécurité militaire des armements à Vienne. Il avait déclaré d'une certaine façon, même si certains avaient considéré ses propos péremptoires, que les États-Unis considéraient le monde entier comme un vaste terrain d'essai pour les armes. Est-ce que vous partagez cette analyse, Gamal Abina? Oui, évidemment, tout à fait. Le principe américain est très simple. Il faut se rappeler comment s'est constituée la puissance états-unienne. Ça a commencé d'abord, bon, il y a eu d'abord la rupture avec l'Angleterre, évidemment, et avec l'appui de la France à l'époque où ils voulaient leur indépendance, il y a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. Les États-Unis ont une constitution qui est très militarisée, très offensive. Le deuxième amendement de la constitution, c'est le droit à porter les armes. C'est vous dire un peu le niveau d'agressivité culturelle que peut avoir ce pays. Le principe du cow-boy, en l'occurrence, est un principe qui a toujours régi la partie américaine. Ensuite, c'est un pays qui était très pauvre au départ. C'est pas un pays riche au départ. C'est un pays de fermiers. C'est un pays très peu qualifié. Et la Première Guerre mondiale leur a donné une opportunité extraordinaire puisqu'ils soutenaient en sous-main le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, je veux dire la France, l'Angleterre et les pays qu'on appelle alliés. Ils les ont soutenus militairement et ils ont pu lancer une machine industrielle à partir de cette guerre-là. Donc au départ, avant la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient une puissance de second ordre. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, ils ont bénéficié à plein de ces besoins industriels en étant la base arrière de l'Angleterre, de la France et des pays qui étaient contre la Prusse, l'ex-Prusse, l'Allemagne donc en l'occurrence et les pays l'Autriche et les pays alliés des Allemands. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà à ce moment-là une fracture entre 3 blocs. Il y avait le bloc états-unien occidental, le bloc d'Europe centrale, donc le bloc de l'Axe, on dira, et puis le futur bloc soviétique qui venait juste de connaître sa révolution en octobre 17. Et là, on s'est rendu compte que les États-Unis ont vu le monde se diviser en plusieurs partis économico-idéologiques, et ils se sont dit, eh bien, on a déjà bénéficié de cette réussite avec la Première Guerre mondiale, on va créer la SDN, ce qu'ils ont fait après la guerre, et surtout, on va devenir la base arrière de nos alliés. Et c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, qui va intervenir 21 ans après la première, sera à nouveau une formidable opportunité, après qu'il y ait une crise économique qui a ravagé les États-Unis, de relance industrielle par le militaire. On a beaucoup parlé des nazis qui se sont, et c'était dit par Jimmy tout à l'heure, qui se sont industrialisés parce que les nazis ont été la puissance motrice de l'industrialisation. Les budgets étaient illimités. L'État achetait à plein régime des capacités industrielles et des capacités fer, charbon, produits dérivés et produits synthétiques. Mais surtout, ils ont lancé à fond la machine industrielle militaire. On parle bien évidemment de tous les grands constructeurs automobiles qui sont devenus de grands constructeurs militaires, hein. On parle évidemment des infrastructures très lourdes qui ont été mises en place pour pouvoir produire ces armements. Et les États-Unis ont bien vu que le monde allait se répartir en course à l'armement. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand la guerre est gagnée en 45, eh bien, on a une puissance, une hyperpuissance, comme l'appelle Védrine, américaine, qui prend le relais face à des pays ravagés par la guerre, l'Europe centrale, l'Europe occidentale, l'Europe orientale avec les Russes, qui ont été largement frappés par cette guerre et qui avait quand même réussi à créer un tissu industriel assez important. Et donc la concurrence est faite sur le terrain industriel militaire. Et c'est vrai que le monde est devenu, de ce fait, puisqu'il y a eu aussi une guerre en Asie, n'oublions pas que les États-Unis ont détruit l'Asie avec 2 bombes atomiques, le monde est devenu un véritable théâtre d'opération et théâtre de démonstration des capacités militaires des uns et des autres. Et les États-Unis, avec les multiples guerres qu'ils ont menées depuis 30 ans, il ne faut pas oublier que depuis la fin de la guerre froide, c'est eux qui n'ont pas cessé de faire la guerre. On parle évidemment de l'Irak, c'est évident, l'Afghanistan, c'est évident, mais pas seulement, la Somalie aussi. Ils ont aussi soutenu la séparation du Soudan nord et sud. Ils ont soutenu beaucoup de mouvements insurrectionnels avec la révolution arabe. Bref, les États-Unis passent leur temps à mettre en évidence que leurs armes sont les meilleures et qu'elles valent
le coût d'être achetés. Et pour le faire, pour ce faisant, effectivement, eh ben, ils alimentent des guerres. Sauf que le théâtre d'opération planétaire, on parle bien de théâtre planétaire, même si l'Asie, il y a moins de guerres, ça continue jusqu'en 75 quand même, les guerres en Asie avec le départ des Américains lorsqu'ils quittent le Vietnam de façon piteuse. La guerre continue plus ou moins, mais se calme. Et c'est vrai que les États-Unis maintiennent toujours des théâtres de tension militaire un peu partout. On prend la Corée du Nord et du Sud, on en parlera certainement. On parle bien évidemment de la séparation Yémen Nord et Sud. On parle évidemment de la séparation Soudan-Nord-Sud. On parle évidemment de tout un tas d'autres pays qui sont souvent sous haute ou basse tension. L'Irak, on va dire Nord et Sud, puisque le Koweït était une province irakienne. On parle bien évidemment des tensions dans la région du Golfe, qui sont alimentées largement par les États-Unis, qui vendent et survendent des armements avec des contrats mirifiques de 600 milliards de dollars. Ça a été signé par Trump. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une tension, les États-Unis arrivent avec leurs super armements pour dire nous sommes là pour vous garantir une sécurité et en même temps ils empochent la mise. Et cette volonté guerrière états-unienne a bien été comprise par les Russes qui font de même. Aujourd'hui, les Russes, par exemple, avec les S-400, les S-500, les Russes ont démontré qu'ils pouvaient mener sur plusieurs fronts des théâtres d'opération et démontrer que leurs armements sont de qualité aussi et fonctionnent bien, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir comment, sur ce vaste complexe militaro-industriel des deux pays, d'ailleurs Russie, États-Unis et Chine, qui commencent à émerger, comment se placer? Eh bien, malheureusement, c'est par la guerre. C'est par la démonstration sur le terrain de la qualité militaire des armements. On l'a vu aussi aux frontières de la Russie à l'époque avec Saakashvili qui s'est affronté avec les Russes et finalement qui a été démis. Eh bien, à ce moment-là, c'était une façon de démontrer que les Russes avaient des armes meilleures que celles des États-Unis qui les soutenaient. À chaque fois, on a des pays comme ça qui servent de théâtre d'opération, qui servent de démonstration de qualité militaire. On voit bien par rapport à la guerre d'Irak ce qui s'est passé. Hein, le bouclier antimissile Patriot a été survendu à Israël par les États-Unis parce que précisément ils disaient que ça interceptait les missiles, ce qui était très surfait d'ailleurs. Et on voit bien aujourd'hui que les S-400, S-500, qui sont aussi des systèmes d'interception de missiles russes cette fois-ci, fonctionnent. Le retard pris par les États-Unis sur le théâtre militaire, c'est surtout sur les missiles intercontinentaux hypersoniques, où les Russes ont largement pris l'ascendant face aux États-Unis. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis seront en mesure, avec la guerre d'Ukraine, de démontrer que leurs capacités militaires sont bonnes? La réponse va être évidemment non, parce que les armes de haute technologie que les États-Unis voudraient passer aux Ukrainiens nécessitent, alors que c'est une ancienne République soviétique, une connaissance accrue de leur usage, c'est une formation militaire sur le terrain, une connaissance de missiles qui ne sont pas dans les mêmes standards que ceux des Russes et des Soviétiques. Et évidemment, ça prend du temps de former des gens. Il faut 6 mois à 1 an. Dans un pays en guerre, c'est encore plus long, évidemment. Donc, c'est vrai que là, la démonstration des capacités militaires américaines sur le théâtre d'opération planétaire, en l'occurrence, la question ukrainienne, va poser problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons qui font que les États-Unis commencent à se poser la question de savoir si ça vaut le coup d'aider les Ukrainiens, parce qu'évidemment, est-ce qu'ils vont empocher des marchés militaires derrière? Peu probable. Est-ce que l'Ukraine sera dans l'OTAN? Pas du tout, ça, c'est déjà aujourd'hui, c'est réglé, parce qu'il faut une unanimité de l'OTAN. Est-ce que l'Ukraine vaut la peine qu'on aille dépenser beaucoup d'argent, sachant que la guerre n'est pas gagnable? Je ne le crois pas, mais c'est vrai que c'était une façon de montrer ses capacités offensives. Et les Russes ont démontré qu'ils tenaient le ciel. Les Russes ont démontré qu'ils tiennent le sol aujourd'hui, puisqu'ils ont fait une partition du territoire. Il y a 20% du territoire qui est russe. Et les États-Unis savent parfaitement, c'est ce qui a été dit récemment hier par des généraux, que la guerre n'est plus gagnable par l'Ukraine. C'est-à-dire que la guerre technologique américaine face aux technologies russes n'est pas gagnable. C'est ce qu'il dit en sous-jacent. Tirant de ce sujet avec vous, Dimi Daledo, d'ailleurs, sur cette question qu'on se pose en général, indépendamment du conflit ukrainien. Est-ce que finalement, selon vous, les États-Unis sont comme tyrans, certains un peu va en guerre? Parce que est-ce qu'ils ont juste comme ça cette propension à vouloir tester l'efficacité de leurs armes? Je pose cette question parce que, de manière générale, on sait que depuis 1798, Washington a par exemple déclenché près de 469 guerres et conflits armés dans le monde. Alors, certains hauts responsables russes affirment par exemple qu'il est évident depuis longtemps que les parents de Kiev à Washington considèrent tout simplement le monde entier comme un grand terrain d'essai et donc utilisent toute arme armée, tout conflit armé, même s'ils n'y sont pas directement impliqués, pour tester l'efficacité de leurs armes. Est-ce que vous partagez cet avis, Dimi Daledo? Oui, alors, quand on dit que non seulement les États-Unis sont en guerre, évidemment, mais elle va, oui, effectivement, le va en guerre est corrélatif
du test de leur matériel. Et en fait, c'est pas une réalité qui est uniquement propre au gouvernement nord-américain. C'est l'impérialisme dominé, organisé au niveau mondial qui adopte ce positionnement. Et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, encore une fois, je reviendrai sur l'aspect idéologique. Il y a l'aspect idéologique, parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser, encore une fois, quand on parle de capitalisme, par exemple, et de socialisme, on parle évidemment de mode de production, c'est-à-dire de mode de production des biens matériels nécessaires à une société, c'est-à-dire la façon de produire des marchandises et la façon de les exporter. Donc, cette base économique, ce mode de production découle d'une idéologie. Donc, il y a l'idéologie du socialisme, l'idéologie du collectivisme, qui prône le collectivisme, et il y a l'idéologie de l'individualisme, qui est liée au capitalisme. Donc, forcément, sur le plan idéologique, l'impérialisme nord-américain, comme les impérialismes européens, ne veulent pas laisser passer. On l'a dit tout à l'heure, ils ont perdu. Ils sont en train de perdre du terrain. Donc, ils vont pas laisser passer, ils vont pas laisser gagner toujours plus de terrain à leur idéologie ennemie, qui est l'idéologie socialiste collectiviste. Je prends par exemple avec l'idéologie de la Corée du Nord, qui est ce qu'on appelle le Juche. Bon, bah, le Juche, c'est une idéologie clairement qui s'appuie sur les anciennes velléités encore présentes du marxisme-léninisme, du marxisme révolutionnaire, et on constate bien que c'est toujours d'actualité. Le Juche existe, de même que la Chine a un passé socialiste. Hein, une bonne partie on ne reviendra pas sur le passage de la Chine maoïste, etc., qui est clairement une Chine socialiste. Donc, sur le plan logique, les États-Unis et tous les autres gouvernements impérialistes ne laisseront pas passer. Ils vont tout faire pour gagner pour reprendre du terrain, parce qu'ils sont en train de perdre du terrain, et prendre l'ascendant au niveau mondial. Et ensuite, le deuxième élément, effectivement, c'est qu'on assiste à, franchement, et d'ailleurs, ça a été dit par M. Xi Jinping lorsqu'il a vu dernièrement le dirigeant de la Corée du Nord. Il a dit que le monde était arrivé à un point de non-retour. Et effectivement, je pense que nous subissons ce qu'on appelle un bon qualitatif. Un bon qualitatif, c'est-à-dire qu'on arrive à un point de basculement. Et je pense que la plupart des gouvernements impérialistes, donc bourgeois, ont très bien compris qu'ils ont besoin, d'une manière urgente, de révolutionner leurs moyens de production, leur processus de production. Ils ne peuvent plus produire comme avant. On ne peut plus produire en 2022 comme on produisait en 1945. C'est pas possible. Et donc, ils sont en train de révolutionner les processus de production. On l'a dit tout à l'heure, il y avait une amorce d'analyse à ce niveau-là. On parlait de Starlink, de la nouvelle configuration des multinationales, du cyberespace. Bon, ben, on voit bien qu'en fait, par exemple, en exemple concret, la plupart des multinationales européennes ou états-uniennes travaillent à l'élaboration, au développement de l'intelligence artificielle. Et elles développent ce qu'on appelle les nanosciences, les nanotechnologies. On sait par exemple qu'une partie du matériel militaire qui sont utilisés, notamment les drones qui sont envoyés, fonctionnent par des intelligences artificielles. Et ça va être développé. Ça va être développé parce que l'impérialisme a très bien compris qu'il ne peut plus produire comme avant, il ne peut plus dominer comme avant, il ne peut plus répartir ses marchandises comme avant. Il faut, ce que disait Karl Marx, il faut revenir sur le manifeste du Parti communiste écrit par Marx et Engels. Bah, il faut à un moment, la bourgeoisie monopoliste, la bourgeoisie qui est organisée au niveau mondial, a besoin de révolutionner ces processus de production. Et les processus de production passent aussi par l'armement militaire, le militaire. Et donc, on voit bien qu'il y a un développement fulgurant de l'intelligence artificielle au niveau des différentes armées mondiales, un développement du cyberespace, Starlink, mais c'est pas la seule Starlink, hein, il y en a plein d'autres, des exemples, et ils ont besoin en même temps de tester leur matériel. Alors, ils vont tester leur matériel, malheureusement, et c'est un test, c'est une vision, ils vont tester leur matériel, mais ce test, est combiné à un esprit malsain, à cet esprit de colon qui est l'essence de l'impérialisme, et la combinaison de ces deux éléments, malheureusement, sera assez destructeur pour le mouvement mondial. Je pense qu'effectivement, ils vont pas arrêter.
ils vont accélérer dans ce sens. Et on est ce point de basculement que nous vivons, soit nous faisons nous prenons les bonnes décisions, notamment au niveau européen, Paris, au niveau européen, même le continent africain. Est-ce qu'on prendra les bonnes décisions? Est-ce qu'on va décider de ne pas se laisser entraîner dans cette avalanche sociale mondiale? C'est là qui sera, voilà, c'est là que c'est le point nodal de l'analyse, je pense. Edmi Daledo pour cette analyse, voilà. On remercie également Luc Michel d'ailleurs qui nous a rejoint dans le cadre de cette édition de Géopolitique Internationale. Alors Luc Michel, avec vous, on va vous allez nous faire part de votre analyse en dernier ressort de ce sujet concernant l'armement américain en Ukraine. On se pose la question de savoir davantage dans le contexte des bombardements, des récents bombardements russes en Ukraine, est-ce que les États-Unis vont continuer à livrer les armes en Ukraine? Alors on sait, d'après certaines informations qu'on a pu avoir sous la main, on sait qu'il y a une dizaine de jours à peu près, au moins 4 appareils de transport lourds américains ont atterri en Pologne. Dans ce contexte, et tout à l'heure Gamal Abina nous disait que la question n'est pas finalement de savoir si les États-Unis peuvent continuer à livrer les armes en Ukraine, mais la question reste en définitive celle de savoir si ils le veulent. Alors vous, quel est votre point de vue sur la question, Luc Michel, surtout dans le contexte, on est toujours dans ce contexte des missiles tombés en Pologne et le risque justement d'une guerre qui continue à s'étendre. On comprend très bien que l'aide militaire de Washington ne cesse de croître. La question c'est jusqu'à quand, selon vous, Luc Michel? Moi, je ne pense pas que ça pourra durer longtemps. Poutine reste le maître de l'horloge en Ukraine. En décidant de détruire les infrastructures énergétiques et civiles de l'Ukraine, il pénalise leur effort de guerre et il le rend impossible. Ça ne sert à rien de livrer des armes s'il n'y a plus de chemin de fer et d'électricité pour les livrer. Il y a un fort courant aux États-Unis. Il est représenté par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kissinger, qui est encore actif à plus de 100 ans et qui s'est opposé au dernier sommet de Davos à George Soros sur la guerre en Ukraine. Kissinger dit il faut négocier. En Europe, il y a un secteur important qui est fait par des militaires, par exemple l'ancien chef d'état-major français, le général de Villiers, mais qui est fait aussi par des industriels allemands, belges et français, et qui est fait par des diplomates et par des hommes politiques. Ceux-là disent qu'il faut arrêter parce que la grande perdante de la guerre en Ukraine, c'est l'économie européenne. Donc, Poutine, en détruisant les infrastructures de l'Ukraine, il ne vise pas du tout les civils. Il est en train de viser des objectifs stratégiques. Et son but, évidemment, c'est de rendre le coût de la guerre insupportable pour les Européens et les Américains. Le problème, évidemment, c'est que l'administration Biden, elle veut continuer. Mais il faut voir pour combien de temps. Elle a perdu le contrôle de la Chambre de représentants. Elle a conservé de justesse le contrôle du Sénat. Mais il faut voir quel sera le prochain président, bien entendu, américain. Si c'est Donald Trump ou DeSantis, l'autre candidat républicain, eux ne sont plus d'accord pour financer la guerre en Ukraine. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, j'ai écouté Jimmy Dalido. Moi, je ne partage pas du tout ses positions. Il faut dire que l'économie politique, qui était la science de Marx, de Friedrich Schlitt, d'Adam Smith, le père du nationalisme économique, elle a dominé le 19e et le 20e siècle. Mais aujourd'hui, la science du 21e siècle, c'est la géopolitique. Depuis la fin de la guerre froide, le clivage mondial n'est plus entre économie socialiste et économie capitaliste. Ça, c'est terminé. Elle est entre la possession des moyens de production. Il y a un bloc américano-atlantiste libéral où la propriété des moyens de production, elle appartient à des individus privés. Les gens qui dominent le système américain, c'est le monde de la finance et de l'économie. Et le plus grand milliardaire mondial, Elon Musk, le représente bien avec son système Starlink, qui est une privatisation de la guerre de l'espace. On voit également d'autres milliardaires
George Soros, Bill Gates, Zuckerberg, etc., qui contrôlent le système américain. Mais de l'autre côté, du côté du bloc de l'Est, c'est-à-dire de la Chine, de la Russie ou de l'Iran, la propriété des moyens de production, elle appartient à l'État. C'est une économie qu'on appelle dirigée, c'est-à-dire que les grands oligarques russes sont contrôlés par Poutine. En Chine, il y a une série de 11 multinationales qui sont contrôlées par le Parti communiste chinois. Et en Iran, ce sont des régies d'État. Par exemple, en Russie, l'énergie Rosatom, qui est le secteur de l'énergie atomique, est une régie d'État issue de l'Union soviétique. Également au Romanov-7, qui est le secteur de production des armements. Donc aujourd'hui, il y a bien deux blocs, mais ils divergent plus sur la question du mode de production. Ils divergent sur la question de la propriété des moyens de production. D'un côté, des privatisations de l'économie avec les oligarques occidentaux. De l'autre côté, un contrôle de l'économie par l'État en Chine, en Russie ou encore en Iran. Voilà ce qui est la grande différence. Cette différence, d'ailleurs, elle est reconnue par Joe Biden. Joe Biden a fait un sommet de démocratie libérale à Washington en 2021. Le deuxième vient d'avoir lieu à Copenhague. Les Chinois, les Russes, les Iraniens n'ont évidemment pas été invités. Biden divise le monde entre démocratie libérale, dit-il, ce qui me fait bien rire, et autocratie, c'est-à-dire la Chine, la Russie et l'Inde. C'est ça le clivage du XXIe siècle. Ce n'est plus la vieille économie, la vieille division de l'économie politique des 19e et du 20e siècle. Marx est complètement aujourd'hui obsolète. Alors on va à présent, et sans transition d'ailleurs, passer à notre deuxième thématique de cette matinée. On parle bien sûr de ce possible rapprochement entre la Corée du Nord de Kim Jong-un et la Chine de Xi Jinping. Eh bien, selon des informations rapportées hier samedi par l'agence de presse officielle nord-coréenne, eh bien, le président chinois Xi Jinping a écrit une lettre adressée au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans laquelle il se dit prêt à travailler étroitement, de façon très étroite avec la Corée du Nord pour assurer la stabilité, la paix, non seulement dans la région, mais également dans le monde entier. Alors, on tente de comprendre, chers messieurs, quels sont ou quels seront les enjeux de ce possible rapprochement au plan géopolitique, bien sûr, dans ce contexte où on sait que le Nord-Coréen Kim Jong-un vient de déclarer, ou du moins vient de promettre, qu'il va faire de la Corée du Nord la plus puissante force stratégique dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels enjeux? Je vais commencer avec vous sur cette question, Gamal Abina. Alors, on connaît le Nord-Coréen Kim Jong-un. Qu'est-ce que vous pensez a priori de sa relation, ou du moins la nouvelle qui va peut-être entamer, cette nouvelle page de l'histoire géopolitique des relations entre la Chine et la Corée du Nord qui va bientôt s'écrire? Que pensez-vous de ce rapprochement et selon vous, quels en sont les enjeux de Gamal Abina? Simplement, il faut voir pourquoi est-ce que Xi Jinping a écrit au dirigeant nord-coréen. Il a expliqué une chose qui est intéressante. Il a expliqué effectivement ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le monde a changé, qu'il y a une bascule plutôt à l'est et qu'il faut raffermir la relation entre des anciens alliés ou des anciennes puissances. Ce qui se passe, c'est que la Corée du Nord, d'ailleurs tout comme Taïwan pour les Américains, est un moyen de pression contre les Chinois. Ils provoquent souvent les Nord-Coréens, je parle bien des Américains, provoquent les Nord-Coréens. Et il faut quand même, alors en Occident, on a coutume de dire que les Nord-Coréens sont des fous, Kim Jong-il, Kim Il-sung, Kim Jong-un, ces trois dirigeants qui se sont succédés, donc c'est un peu une sorte de succession dynastique, on dirait un peu des rois qui succèdent des rois, de père en fils. Eh bien, on a coutume de dire que ce sont des fous, que ce sont des gens dangereux, que ce sont des gens belliqueux qui cherchent la guerre à tout le monde. En attendant, dans les faits, et c'est difficile à entendre pour les Occidentaux, dans les faits, c'est pas les Nord-Coréens qui ont agressé les États-Unis, ils n'ont agressé personne d'ailleurs, ils ont toujours été agressés. C'est eux qui ont subi une guerre entre 50 et 53 de la part des États-Unis et du reste du monde.
à une époque évidemment où les soviétiques n'étaient pas tellement présents et où évidemment les Russes et les Chinois n'étaient pas forcément hyper actifs. Très rapidement, les Chinois sont intervenus, ils ont envoyé 500 000 hommes pour soutenir la Corée du Nord face à la guerre d'agression des États-Unis, qui était une des premières guerres d'agression de la Seconde Guerre mondiale, de l'après-guerre. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois leur proposent quoi? Ils leur proposent une alliance très importante. Alors, on sait que les Nord-Coréens sont la frontière de la Chine par rapport à cette présence militaire américaine qui est au 38e parallèle et qui continue à occuper la Corée du Sud. Rappelons tout de même que les Américains occupent la Corée du Sud, les Américains occupent le Japon, les Américains occupent beaucoup, avec des bases militaires un peu partout dans le monde, de pays qui ont été vaincus ou qui ont été soi-disant aidés de leur point de vue, et que les Nord-Coréens sont la frontière, la zone de sécurité entre les Chinois et évidemment les forces américaines. Les Américains sont très présents dans la région et ne veulent pas partir de cette zone importante pour eux, puisque c'est une façon de garantir une présence plus ou moins demandée par les dirigeants sud-coréens. Donc cette proposition est une proposition importante sur un plan géostratégique, effectivement, parce que, là on parle bien de géopolitique, parce que les Chinois ont besoin de garantir des alliés dans la région et de pousser le plus loin possible les forces hostiles américaines qui sont à leur frontière. Et l'autre aspect, c'est que les Nord-Coréens c'est une économie qui est très dirigée, effectivement, très planifiée. Ça reste un système qui est l'enfant du marxisme-léniniste. On dit que c'est les derniers staliniens. Bon, ça c'est toujours des propos caricaturaux, mais c'est vrai que c'est un pays qui a du mal parce que les États-Unis leur font l'embargo depuis plus d'un siècle maintenant, enfin plus d'un demi-siècle, et que les seuls qui les soutiennent, c'est les Chinois. Et en même temps, l'intérêt pour les Chinois, c'est de montrer qu'ils se déploient dans la région, garantissent leur alliance, parce que c'est une alliance qui était renouvelée en 2021, tous les 20 ans, une alliance stratégique entre la Corée du Nord et la Chine. Il faut jamais oublier une chose, c'est qu'il y a eu 1 million de Chinois tués dans la guerre de Corée par des armes bactériologiques. Les gens l'oublient, ça. C'est quelque chose qui est caché dans l'histoire. Les Américains ont utilisé pour la première fois des armes bactériologiques contre l'armée chinoise. J'ai vu un film récemment qui fait état justement de cette guerre de Corée que les Chinois ont soutenue pour empêcher l'invasion de la Corée du Nord. Toutes les tentatives de rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ont été mises en échec par les États-Unis qui font tout pour garantir que le pays soit divisé. Donc aujourd'hui, cette alliance qui est renouvelée tous les 20 ans depuis 61 et qui a été signée à nouveau, garantit à la fois aux Chinois et aux Coréens une solidarité dans le combat, c'est-à-dire que si un des deux pays est inquiété, les deux agissent, ça rappelle un peu l'alliance de l'OTAN, et en même temps, les Chinois veulent garantir des alliés dans la région parce qu'ils ont besoin évidemment de garantir une sécurité dans la région, qu'il n'y ait pas de guerre, parce qu'ils cherchent à ce qu'il n'y ait pas de guerre. D'ailleurs, c'est une des raisons qui ont motivé le courrier écrit par Xi Jinping aux Nord-Coréens, c'est de dire nous allons tourner une page de paix. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit. Et c'est une façon de dire voilà, calmons un peu le jeu, même si les Nord-Coréens maîtrisent le système balistique, des missiles, ils en envoient régulièrement, il reste un pays en danger par rapport aux États-Unis et les Chinois leur montrent que par cette alliance renforcée, puisque cette alliance existe déjà, eh bien, il y aura une garantie de paix. Donc, l'objectif chinois est simplement de dire nous ne voulons pas à nouveau de guerre dans la région, nous ne voulons pas de guerre en Asie, on a trop connu, ça n'a pas arrêté, et surtout, nous garantissons aux Nord-Coréens que nous serons toujours leur grand allié dans la région et que nous ne les abandonnerons pas. C'est important de le rappeler parce qu'ils n'ont pas forcément le même système économique, c'est pas forcément hyper convergent, mais c'est quand même les Chinois qui soutiennent les Coréens sur un plan économique et qui empêchent que ces embargos asphyxient le territoire. Donc c'est vrai que est-ce que cette alliance va durer? Je pense que oui, puisque ça fait quand même depuis 61, ça s'est jamais arrêté. Est-ce que cette alliance s'est scellée dans le sang? Oui, puisqu'il y a une guerre entre 50 et 53 qui a coûté très cher à la Chine et aux Coréens. Et est-ce que cette alliance doit durer? Oui, parce que c'est une garantie de paix. Il vaut mieux que les Chinois restent très proches des Coréens. Alors, Dimi Aledo, à ce sujet, concernant bien évidemment les enjeux de ce rapprochement militaire ou possible sur le plan militaire entre la Corée du Nord et la Chine, qu'est-ce que vous en dites dans ce contexte où le Nord-Coréen Kim Jong-un, on le sait, venait d'organiser une cérémonie pour célébrer le lancement d'un tout nouveau missile intercontinental à l'occasion de laquelle cérémonie il a réaffirmé son engagement dans le nucléaire militaire et il a dit assurer vouloir bâtir la plus puissante armée du monde. Je parle bien sûr de la Corée du Nord. Qu'est-ce que vous en pensez avec l'armement chinois qu'on connaît bien sûr et l'engagement de Kim Jong-un dans le domaine militaire justement? Qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement, Dimi Aledo? Oui, alors d'abord, si vous me permettez de répondre à Luc Michel concernant Karl Marx,
Karl Marx n'est carrément pas obsolète pour la simple bonne raison que le marxisme révolutionnaire affirme certains principes universels qui ne peuvent que s'adapter aux différentes séquences historiques. L'objectif du marxisme, c'est de se détacher de la réalité et d'approcher toujours plus près du mouvement réel. Ça, Luc Michel, il le sait. Ensuite, il sait très bien que le mouvement de l'histoire est déterminé par la propriété privée des moyens de production et la propriété sociale des moyens de production. Effectivement, le capital, ça me permettra en même temps de transiter avec la Corée du Nord. Il y a le capitalisme monopoliste d'État, évidemment. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre le capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire la propriété et la propriété privée des moyens de production? C'est qu'effectivement, lorsque la propriété des moyens de production est privée, c'est une classe sociale qui propriétaire des moyens de production, et dans le même temps, le capitalisme monopoliste d'État, en fait, lui, la rotation du capital se fera sur des fonds publics. CME est égal fonds publics, propriété privée des moyens de production est égal fonds privés. Mais le mouvement de l'histoire est conditionné par ces deux formes de propriété, et je réaffirme effectivement que les processus de production qui sont corrélatifs à ces différentes formes de propriété des moyens de production, ces process de production ne peuvent que changer. C'est logique, parce que les séquences historiques se modifient. Il y a des séquences historiques, différentes conditions objectives qui sont totalement différentes, et donc forcément, les processus de production s'adaptent. Ensuite, pour répondre à votre question, la Corée du Nord, là, je pense que ce rapprochement est très important, parce que la Corée du Nord, d'abord, la Corée du Nord, alors évidemment, il y a encore une fois, je pense qu'il faut y aller mollo sur les jugements, le jugement, et ne pas faire preuve d'ingérence, parce que l'autodétermination des peuples fonctionne à tous les niveaux et pour tout le monde. Vous voyez, on peut pas dire, on peut pas se permettre de dire, d'affirmer ce droit à l'autodétermination du peuple africain, et dans le même temps, ce principe universel de l'autodétermination ne fonctionnerait pas pour la Corée du Nord. Bah, si, ça fonctionne aussi. Sinon, si ça fonctionne à un niveau, c'est que ça fonctionne à un autre niveau. Donc, si l'aspect politique, la gestion politique, les choix du gouvernement, le comportement du gouvernement nord-coréen ne convient pas à la population nord-coréenne, et ben, de toute façon, sur la base de ce principe de l'autodétermination, de toute façon, c'est ni à Paris, ni à Berlin. Encore une fois, on revient à la même base. C'est ni à Paris, ni à Berlin, ni à Washington, et ni même au Kremlin de décider de ce que veulent faire le peuple nord-coréen. C'est le peuple nord-coréen à décider. Ensuite, on revient à cet aspect idéologique. Le Juche est encore très pesant. Le Juche est encore il est encore très pesant, mais au niveau mondial. Le Juche, il est suivi aussi au niveau mondial, et en Chine aussi. Le premier rapprochement entre la Corée du Nord et la Chine, elle est d'abord d'ordre idéologique, parce que le Juche, on l'a dit, c'est une des nombreuses résultantes du marxisme-léninisme qui, encore une fois, contrairement à Luc Michel, je ne pense pas que le marxisme-léninisme est obsolète. C'est tout simplement une force motrice qui doit s'adapter aux différentes séquences historiques, même si évidemment c'est pas évident. Et donc le Juche est la résultante de cette idéologie, et qui à un moment est devenue mode de production. Vous voyez. Alors la principale point le principal point commun entre la Chine et la Corée du Nord, évidemment, comme l'est avec la Russie, on en revient, on fait d'une pierre deux coups. Tout à l'heure, on parlait de capitalisme monopoliste d'État, de CME. Ben, c'est bien ça le point commun. C'est-à-dire concrètement, ici en Union européenne, les multinationales produisent, d'accord? Les multinationales appartiennent à une caste, une espèce de caste, à un groupe d'hommes particulier qui produisent. Et une fois qu'ils ont produit, une fois qu'ils ont récupéré leur fric, ils se barrent. Ils se barrent et ils vont planquer leur fric dans les paradis fiscaux. Vous voyez, les peuples en Union européenne, ils sont un petit peu c'est l'état d'esprit du mouton, si vous voulez. Vous voyez, ici, les multinationales, elles produisent et ensuite elles se barrent. En Corée du Nord, en Chine ou en Russie, c'est pas du tout la même chose. Et c'est toute c'est la base en principe du capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire que l'État a un contrôle sur les moyens de production, ils produisent, et tout ce qui est produit reste là-bas. Donc, c'est le principal point commun entre la Corée du Nord, la Chine, la Russie. Et donc, forcément, la somme totale de la valeur qui sera produite, que ce soit en Corée du Nord, en Chine ou en Russie, elle restera en Corée du Nord,
en Chine ou en Russie. Et de plus, trois pays qui se sont rapprochés. Alors, la Corée du Nord est un acteur majeur, du bloc du Nouveau Monde. La Corée du Nord a très bien compris que le Nouveau Monde qui émerge à l'Est va continuer à son processus de développement. Et la Corée du Nord a très bien compris qu'il fallait se positionner à ce niveau-là et que de toute façon, tant qu'elle était proche, tant qu'elle était amie avec l'organisation de la coopération de Shanghai, l'impérialisme nord-américain, de toute façon, ne s'aventurerait pas à les toucher. Même si, alors encore une fois, la Corée du Nord, on entend les critiques de l'impérialisme nord-américain qui consistent à dire, ouais, la Corée du Nord utilise, s'est permis un enrichissement d'uranium, etc. Et c'est n'importe quoi. La Corée du Nord a besoin du nucléaire, parce que comme tous les pays du monde ont besoin du nucléaire. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que c'est le nucléaire qui fait fonctionner l'électricité maintenant. Et c'est le nucléaire qui fera fonctionner l'électricité, par exemple. Donc, si les Coréens veulent pas vivre dans le noir, il faut qu'ils développent une base, leur base. Il faut qu'ils développent le nucléaire comme tous les pays du monde. Donc, je pense que ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Chine est très important, qu'elle va se renforcer et qu'elle n'est pas isolée. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est pas un rapprochement isolé, c'est un rapprochement qui est conditionné par cette géopolitique mondiale qui consiste à affirmer que le bloc du Nouveau Monde progressera toujours plus et que le Nouveau Monde à l'Est et que l'avenir se situe à l'Est. Merci pour cette analyse. Alors, Luc Michel, j'espère que vous répondriez directement à ma question, parce que au-delà de ce rapprochement, de ce possible rapprochement, ou désormais très possible rapprochement entre entre la Corée du Nord de Kim Jong-un et la Chine de Xi Jinping, selon vous, quels sont les enjeux de la Corée du Nord, les enjeux actuels au plan géopolitique, bien sûr, en décidant de lancer ce nouveau missile, ou alors en réaffirmant Kim Jong-un son engagement à vouloir faire de la Corée du Nord la plus puissante, le plus puissant pays justement en armement dans le monde, parce qu'avec ce nouveau missile balistique intercontinental récemment testé, la Corée du Nord, on sait que d'une certaine façon elle vise à acquérir donc le statut de défenseur de la force stratégique la plus puissante du monde, une force absolue sans précédent dans le siècle, d'après les déclarations de Kim Jong-un lui-même. Selon vous, au niveau géopolitique actuel, je veux dire dans le contexte actuel, que vise exactement Kim Jong-un? Je vais vous répondre, mais avant, je dirai un dernier mot à Jumida Lido. Je suis léniniste, mais pas marxiste. Je soutenais l'Union soviétique il y a 50 ans. J'étais ami de la Corée du Nord. Mon premier site internet en 1993 était hébergé par l'agence coréenne du Nord, KCNA. Je n'ai donc pas de leçon de marxisme à recevoir de lui. Simplement, l'économie marxiste, c'est une vieille lutte qui est complètement obsolète et il s'accroche à des choses qui n'existent plus. Maintenant, dans l'aspect coréen, il y a deux choses. Tout d'abord, il y a la politique de la Corée du Nord elle-même. Dans la constitution de la Corée du Nord, il est inscrit que l'arme nucléaire est la composante de l'indépendance nationale. Et il faut référence. Luc Michel, est-ce que vous m'entendez? Il faut référence d'ailleurs. Voilà, il ne m'entend pas, Luc Michel. Est-ce qu'on peut avoir Luc Michel? Luc Michel, au-delà d'une position à faire adopter, moi je pense que c'est beaucoup plus son point de vue. Voilà, une position, voilà, dans le cadre d'un débat contradictoire d'idées, comme dans le cadre de géopolitique internationale. Voilà, c'est juste des idées qu'on échange, qu'on partage, pas forcément des idées à faire adopter à d'autres, puisque au final, en définitive, chacun de nous ou de vous, les experts, vous avez vos positions. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Est-ce que vous pouvez poursuivre, Luc Michel? Oui, mais moi, je tiens à vous répondre simplement. Je pense qu'aujourd'hui, et je paraphrase Marx justement, il disait que les économistes ne devaient plus interpréter le monde, mais le changer au 19e siècle. Je pense qu'au 21e siècle, les géopoliticiens doivent changer le monde et ne pas l'interpréter. Dès lors, ma pensée est vertébrée par une idéologie. Et je ne suis pas neutre dedans. Je n'examine pas les choses, au contraire. Je suis actif dans la géopolitique. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur géopolitique indépendant.
Maintenant, dans la question de la Corée du Nord, il y a deux choses à dire. La politique d'indépendance nationale, elle est inscrite depuis 2015 dans la constitution de la Corée du Nord. Et ils font référence d'ailleurs à la destruction de la Jamhuriya de Kadhafi pour expliquer que la Corée du Nord ne désarmera jamais. Dès lors, pour pouvoir résister aux États-Unis, la Corée du Nord doit devenir une puissance nucléaire. C'est cela l'enjeu coréen. Maintenant, l'enjeu géopolitique international, c'est que le bloc de l'Est de l'ancienne guerre froide est en train de se reconstituer. Pas seulement avec la Chine, mais avec la Russie d'ailleurs. C'est d'un lieu très différent de la première guerre froide, puisque dans la première guerre froide, les Chinois, depuis 1972, la visite de Nixon de Kissinger à Pékin, étaient les alliés des Américains et combattaient l'Union soviétique. C'est ce qui explique la défaite soviétique en Afghanistan dans les années 1980. Aujourd'hui, les Chinois ont compris, ils sont alliés étroitement avec Moscou. Le rapprochement ne se fait pas seulement avec la Corée du Nord. Aujourd'hui, d'ailleurs, en ce moment, le dirigeant cubain Díaz-Canel, le dirigeant du Parti communiste cubain, est en visite à Pékin. Et bien entendu, les Russes sont en train de renouer avec tous leurs anciens alliés de la guerre froide, pas seulement en Afrique d'ailleurs, mais avec par exemple le Vietnam ou Cuba, dans lequel la marine de guerre soviétique va établir prochainement de nouvelles bases militaires. Dès lors, ce qui se passait avant la crise ukrainienne, c'est que la Chine et Moscou jouaient le jeu des institutions internationales. Dès lors, ils critiquaient la Corée du Nord au Conseil de sécurité. Maintenant, on est dans un cycle géopolitique qui précède la prochaine Troisième Guerre mondiale, que les Américains prévoient en 2050-2070. Dans cette guerre mondiale, avant qu'elle n'intervienne, ils veulent éliminer la Russie et la Chine, qui sont désignés comme les adversaires. La Troisième Guerre mondiale, dans les vues américaines, elle oppose les puissances qui se sont partagées les dépouilles de la Chine et de la Russie, c'est-à-dire une grande Pologne et une grande Turquie. Maintenant, évidemment, les Chinois et les Russes savent cela, et évidemment, ils reconstituent l'ancien bloc de l'Est pour faire face au bloc américano-soviétique. On est donc dans une confrontation géopolitique entre deux blocs bien différents de ceux de la guerre froide d'ailleurs, mais avec un adversaire unique, les États-Unis. J'aimerais revenir sur un point avec vous, Gamal Abina, concernant non plus seulement les rapports ou les relations de coopération bilatérale entre la Corée du Nord et la Chine, sur tous les plans, particulièrement au plan militaire, comme annonce ces échanges dans cette lettre de Kim Jong-un et de cette lettre de Xi Jinping à Kim Jong-un. J'aimerais parler de l'objectif même de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire. On sait qu'en 2017, il y avait le lancement de Hwasong-15, c'était en 2017, donc, et le but était de devenir, le but pour la Corée du Nord en lançant ce missile, c'était de devenir donc une nation capable de menacer le territoire américain grâce à l'arme atomique, mais avec ce dernier missile balistique intercontinental testé récemment, l'objectif de la Corée du Nord n'est plus seulement les États-Unis, mais c'est devenu, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus puissant, donc la plus puissante nation dotée d'un missile balistique intercontinental. Est-ce que ce n'est pas un peu osé comme objectif, Gamal Abina, de la part de la Corée du Nord? Est-ce que vous la croyez capable de le faire ou de l'atteindre, cet objectif? Alors déjà, il faut se rappeler que la Corée du Nord, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, avait annoncé qu'elle avait des capacités nucléaires. Ensuite, elle a annoncé qu'elle était en mesure de frapper avec une bombe atomique. Ils n'avaient pas les porteuses. Alors les porteuses, c'est les missiles qui permettent de porter les charges nucléaires. Ils avaient annoncé qu'ils avaient des capacités nucléaires et qu'ils savaient faire exploser une bombe atomique. Les Américains ont imaginé que c'était du bluff et ont dit que les Coréens, c'est un pays qui est pauvre, qui est frappé durement dans son économie puisqu'ils ont orienté l'essentiel de leur effort industriel dans l'industrie militaire. Et donc, la Corée, qui a du mal, d'ailleurs, à nourrir sa population, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont liées à la fois à une économie très dirigée à orientation militaire et en même temps à un embargo très violent qu'on leur fait. Et donc, les Nord-Coréens ont fait un essai nucléaire. Les Américains ont cru que c'était du bluff et ont même annoncé
que les Nord-Coréens avaient fait sauter des bombes classiques sous une montagne. Donc c'était je ne sais combien de tonnes de TNT qui auraient explosé. Bon, il se trouve que par la suite, ils se sont rendus compte de leur erreur, puisqu'il y a bien une émission de radioactivité qui a été enregistrée. Et, euh, et à partir de là, ils ont vu que les Coréens avaient la capacité nucléaire. Ensuite, les Américains se disaient que bon, les Nord-Coréens développent des missiles, le fameux Scud-B qu'on a vu en Irak, qui sont nord-coréens, de moyenne, plus ou moins moyenne et longue portée, mais pas des intercontinentaux. C'est-à-dire que c'est des missiles qui avaient une portée de 500 à 1000, 1500, 2000 km, mais ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient aller au-delà. Et les Coréens ont annoncé qu'ils allaient développer des missiles intercontinentaux hypersoniques. Il se trouve qu'ils ont atteint l'objectif. Aujourd'hui, on le sait, puisqu'ils font des essais régulièrement en mer de Chine et qu'on se rend bien compte de la puissance considérable développée par ces missiles. Ces fameuses porteuses de charge nucléaire. Donc, ils ont la charge nucléaire et ils ont les porteuses. Donc, aujourd'hui, les Nord-Coréens expliquent aux États-Unis, qui leur ont fait la guerre, rappelons quand même, c'est les États-Unis qui les ont agressés en 50, hein. Ils expliquent aux États-Unis que si vous voulez nous attaquer, nous pouvons vous frapper sur votre territoire. Il n'y a plus de sanctuarisation à distance. C'est-à-dire que les 10 000 kilomètres qui nous séparent, eh bien, on peut parfaitement les combler par des missiles qui seront à la fois indétectables, puisque hypersoniques, et surtout qui vont frapper avec une charge atomique. Donc c'est pour dire aux États-Unis, ne nous attaquez plus. Donc c'est une façon de sanctuariser le territoire nord-coréen et de dire aux États-Unis qu'ils ne sont plus des gens qui seront considérés comme étant impunis s'ils frappaient la Corée du Nord pour des raisons X ou Y avec leur supplétif sud-coréen. Ça, c'est le premier aspect. Donc, ils ont les capacités militaires, ils les ont démontrées plusieurs fois. On les a pris pour des bluffeurs, on les prend au sérieux aujourd'hui. Mais il se trouve qu'il n'y a pas que les Nord-Coréens qui ont développé ce type de capacité. Les Russes le font très bien, les Chinois le font très bien, les États-Unis sont très en retard. Ils ont négligé ce volet-là. Aujourd'hui, ils se rendent compte de leur erreur. Les États-Unis ont parié sur les boucliers antimissiles, mais il se trouve que les missiles hypersoniques sont impossibles à intercepter. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, la Corée du Nord ne fait encore une fois que se défendre. Ce sont des guerres d'agression qu'elle a subies. C'est vrai qu'en Europe, quand on se dit que c'est un régime caricatural, hyper dirigé, avec une succession de père-fils, que c'est donc le dernier régime stalinien des points de vue européens, c'est donc une caricature et c'est donc des gens agressifs. Sauf qu'il se trouve que les Nord-Coréens n'ont jamais agressé personne dans leur histoire, mais vraiment jamais. Ils ont été agressés par les Japonais, c'est vrai. Ils ont été agressés par les Américains, c'est vrai aussi. On a divisé leur pays en deux, c'est vrai, pour des raisons idéologiques et politiques, mais en aucun cas, les Nord-Coréens peuvent être considérés comme des agresseurs. C'est un pays qui est quand même assez rangé, assez tranquille, très, très autarcique, hein. Ils ne vivent qu'avec les moyens des Chinois, effectivement, et puis une production qui se fait malgré tout à l'intérieur du pays. Mais c'est un pays qui n'a jamais été un pays avec des velléités impérialistes. Or, en face de lui, on a les États-Unis qui sont impérialistes, qui passent leur temps à faire la guerre à tout le monde tout le temps, comme les Français d'ailleurs, rappelons-le quand même, c'est le pays qui a fait le plus la guerre dans l'histoire de l'humanité. Et donc, ces Nord-Coréens comprennent à quel genre de barbares ils ont affaire, parce que j'utilise le terme de barbares à dessein. Les gens qui viennent vous agresser chez vous sont des barbares. Ce sont des criminels et des barbares. Et donc, ils disent, nous devons démontrer que nous sommes capables de nous défendre et même de frapper chez l'ennemi. Et donc, cette réalité s'est installée et il se trouve que les Chinois, qui eux sont des modérateurs, disent aux Nord-Coréens, vous inquiétez pas, nous sommes là en arrière-boutique. S'il y a un souci, nous interviendrons parce que nous avons une liaison, un accord de défense mutuelle qui oblige, je crois que c'est le deuxième point de leur accord, qui oblige à ce que si un des deux pays est agressé, l'autre intervienne. Ça a été le cas en 50 et 53. Ce sera le cas si ça devait arriver. Les États-Unis ont compris qu'ils ont en face de des gens sérieux, des gens déterminés, des gens qui iront jusqu'au bout. Et comme les États-Unis vont toujours jusqu'au bout de leur barbarie, évidemment, il fallait opposer à cette barbarie une autre dissuasion qui tout aussi barbare, qui est l'arme nucléaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire que là, simplement, la Corée du Nord montre ses capacités qu'on ne prenait pas au sérieux. Elle démontre qu'elle est capable de frapper, que la Corée du Nord a démontré qu'elle avait des capacités technologiques, alors qu'elle était autarcique littéralement, de pouvoir développer des armes de haute technologie, puisque l'arme nucléaire reste quand même une arme très très difficile à maîtriser. Et c'est vrai, je rejoins Jimmy sur un point, la Corée du Nord ne s'intéresse pas qu'au nucléaire militaire, il y a aussi le nucléaire civil. Et donc le nucléaire civil les intéresse parce qu'évidemment c'est un pays qui dépend pour l'essentiel d'importation de gaz et pétrole et produisent pas beaucoup de matières de gazières pétrolières, ce qu'on appelle les hydrocarbures. Ils ne produisent pas cela et donc ils ont besoin d'énergie pour développer leur économie, pour garantir au moins leur économie. Et donc ça fait partie de ces deux volets. Il y a le volet civil et le volet militaire. Maintenant que le volet militaire est réglé, ils ont la possibilité de développer le civil. Ce qui est la même problématique qu'on trouve en Iran. À chaque fois, c'est le même chantage qu'on leur met, sauf que les Coréens ont franchi le pas que les Iraniens ne peuvent pas franchir, tout simplement. Et je peux expliquer d'ailleurs pourquoi l'Iran ne veut pas la bombe atomique, c'est parce que Khomeini a dit que c'était de l'arme du diable, il ne fallait pas la faire, il a fait une fatwa. Donc les Iraniens ont la capacité nucléaire, mais refusent d'aller au-delà. Les Coréens l'ont fait et ça leur garantit que la guerre ne vienne plus les frapper à nouveau chez eux parce que c'était, il faut le rappeler quand même, une guerre dévastatrice. 1 million de Chinois tués, mais 3 ou 4 millions de Coréens, ça a été catastrophique. N'oublions jamais que l'agresseur se drape toujours dans les bonnes intentions
Mais dans les faits, lorsqu'ils se déplacent à l'étranger, c'est toujours pour tuer des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et ça, les Coréens l'ont pas oublié. Application. Alors, on parle d'Imi Dalido, on parle dans le cadre justement donc, de ce rapprochement militaire entre la Chine de Xi Jinping et la Corée du Nord de Kim Jong-un. On parle bien sûr, on est en train de parler des capacités nucléaires de la Corée du Nord avec ce récent lancement du dernier missile balistique intercontinental de la Corée du Nord. Cependant, on n'a pas beaucoup parlé de l'arsenal nucléaire de la Chine. Qu'en est-il de ce côté-là? Je vous pose cette question parce que en tout début de ce mois de novembre, hein, on sait qu'un haut responsable américain s'est dit inquiet du développement rapide de l'arsenal nucléaire chinois. Pour être plus explicite, eh bien, il s'agit de l'amiral Charles Richard, qui est commandant du commandement stratégique des États-Unis en matière de l'armement nucléaire américain. Eh bien, il s'inquiétait justement de la hausse des capacités militaires de la Chine. Est-ce que justement, on peut dire dans le contexte géopolitique actuel que la Chine finalement n'est pas seulement ce géant économique, n'est pas ce géant qui effraie, n'est pas ce dragon rouge qui effraie, mais finalement aussi au plan nucléaire, il a tendance à effrayer plus d'un? Oui, alors, bonne question, parce que pour comprendre ce qui se passe à ce niveau-là et comment le dragon rouge va continuer à se développer toujours plus, il faut revenir à une base matérielle qui est inhérente, base matérielle de développement, qui est la force motrice du développement de tous les régimes capitalistes. C'est ce qu'on appelle les forces productives. Les forces productives réunissent les moyens de production, évidemment, les instruments de production avec lesquels vous travaillez. Elles réunissent la force de travail, mais aussi l'expérience dans la production. Donc, expérience, capacité de la production, force de travail et moyens de production. Ces trois éléments sont englobés dans ce qu'on appelle les forces productives. Et en fait, c'est la base de l'histoire des sociétés. C'est les forces productives, le développement de ces forces productives qui vont conditionner, alors je ne développerai pas plus parce que ce serait trop complexe, mais ces forces productives, ce développement des forces productives engendre le développement des nations, forcément. Et la Chine, elle réunit, les capacités de développement des forces productives en Chine sont considérables pour deux choses. Elle a des instruments de production, on l'a dit, hein, instruments de production, force de travail, englobés dans ce qu'on appelle les forces productives, et on constate qu'effectivement, ils sont combien en Chine? Ils sont on va dire, allez, 2 milliards. Ils sont excessifs, ils sont beaucoup. Ils ont des moyens de production, des instruments de production qui sont relativement perfectionnés. La Chine est ancrée dans le réel, c'est-à-dire elle dirige le monde, elle a très bien compris le monde qui l'entoure et elle est force motrice de ce monde en mouvement. Et en fait, le taux de profit en devenir, les capacités productives et le taux de profit en devenir de la Chine est considérable. Donc, en fait, le dragon rouge va continuer son développement fulgurant parce que ces forces productives, les forces productives nationales de la nation chinoise sont considérables. Et surtout, l'économie, on le sait, l'économie est mondialisée. C'est-à-dire, là, on parlait des forces productives, base nécessaire de développement de la nation. Ces forces productives sont internationalisées. Et ces forces productives internationalisées sont totalement contrôlées par le bloc du Nouveau Monde, notamment par la Chine. Donc, en fait, les forces productives de la nation chinoise vont continuer à se développer. Dans le développement, la Chine forcément, elle va développer ses capacités militaires, ce qui est logique. Et dans le même temps, elle va contrôler, dans le même temps que ses forces productives au niveau de sa nation, elle va contrôler le reste du développement des forces productives au niveau mondial. Ce qui fait que le dragon rouge ne cessera pas d'être un dragon rouge maintenant. Le dragon rouge va littéralement contrôler le monde d'ici quelques temps, et elle a très bien compris qu'elle ne peut pas contrôler le monde. Le futur dirigeant du monde, on le sait, c'est celui qui va contrôler les routes d'acheminement en énergie gazoduc, entre autres. Mais elle a très bien compris qu'elle ne contrôlera pas le monde toute seule.
C'est pour ça que beaucoup de pays l'ont très bien compris. C'est pas pour rien que, par exemple, l'Arabie Saoudite pense très sérieusement à intégrer l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est pas pour rien que l'Algérie a demandé à intégrer les BRICS et donc indirectement à intégrer l'OCS aussi. C'est pas pour rien que beaucoup de pays y pensent, parce que bah, ils ont très bien compris qu'en fait, le Dragon Rouge, principale force motrice du développement du Nouveau Monde à l'Est, de toute façon, ça n'arrêtera pas maintenant. Et ces capacités de force collective, c'est de développement des forces collectives, et donc corrélativement ces capacités militaires, encore une fois, je prendrai un nouvel aspect. Encore une fois, je prendrai un aspect, ce que j'ai appelé le cyber-impérialisme. La Chine est vraiment ancrée dans son monde, dans le monde qui l'entoure, en fait. Elle va passer par le développement du cyberespace, etc., etc. Je finirai par un élément pour répondre à Luc Michel tout à l'heure. Effectivement, ça me paraît difficile que le léninisme soit pas lié au marxisme. Pourquoi? Parce que le léninisme est tout simplement l'application palpable et tangible du marxisme dans l'époque en Russie de 1917. Et donc, de même que le marxisme a été appliqué à Cuba en 56 jusqu'à 59, de même que le marxisme a été appliqué dans l'Albanie socialiste, de même que le marxisme a été appliqué en Chine dans une certaine mesure. Donc là, on revient aux bases universelles et qui s'adaptent aux séquences historiques différentes. Dalido pour cette analyse. En dernier ressort, on va évoquer également avec vous cette capacité époustouflante, pour citer les mots de l'amiral américain, justement, de capacité époustouflante sur le plan nucléaire, bien sûr, de la Chine, pour analyser également avec nous cela, avant de sortir de l'émission. Alors, en 2021, Luc Michel, cet amiral américain, tout à l'heure, je parlais de lui, il s'agit tout simplement on l'a dit, du commandant du commandement stratégique des États-Unis en charge de l'armement nucléaire américain. Il avait déclaré en 2021 que le gouvernement chinois, je cherche sa citation, voilà, il avait déclaré que nous assistons à une percée stratégique de la Chine, la croissance explosive et la modernisation de ses forces nucléaires et conventionnelles ne peuvent être que ce que je décris comme époustouflante. Et à lui de renchérir, et époustouflant, ce mot franchement pourrait être suffisant. Est-ce que vous, Luc Michel, fin de citation, est-ce que vous, Luc Michel, vous pensez que ces capacités nucléaires de la Chine à l'heure actuelle, ajoutées d'une certaine façon dans le sens de la coopération à celle de la Corée du Nord, pourraient faire trembler le monde? Écoutez, la Chine est une des trois grandes superpuissances mondiales. Elle l'est aussi dans le domaine nucléaire. Depuis que Staline a offert à Mao la bombe atomique au moment où Chinois et Soviétiques étaient alliés, elle est une grande puissance. Aujourd'hui, les capacités nucléaires de la Chine, elles approchent celles des États-Unis, alors que les Russes dépassent celles-ci. Maintenant, la question n'est pas, la Corée du Nord a peu de choses à apporter à la Chine, parce que c'est un nain de moins de 30 millions d'habitants face à un géant de 2 milliards. Maintenant, pour répondre à Dalido, parce que je ne veux pas faire un débat, c'est pas le sujet de notre émission, il faut constater qu'au corps de la doctrine de Marx, il y a le dépérissement de l'État. Au contraire, Lénine, Staline et Mao ont construit des hyper-États communistes en se détournant de l'idéologie de Marx. Je crois que Dalido n'est pas au courant d'ailleurs de l'opposition entre léninistes et marxistes qui existe depuis les années 60. Maintenant, il faut comprendre la Corée du Nord. Les Américains ont déployé des armes nucléaires en Corée du Sud, comme ils le font en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Chaque année, il y a des grandes manœuvres américaines et de Corée du Sud où on déploie des armes nucléaires contre la Corée du Nord. C'est donc normal que la Corée du Nord, qui veut l'indépendance nationale et la préservation de son modèle politique, c'est normal évidemment qu'elle ait tout misé sur la défense nucléaire atomique. Qu'est-ce qui s'est passé en Corée du Nord? La Corée du Nord, au milieu des années 90, elle a développé le secteur balistique. Elle a échangé cette technologie balistique contre la technologie nucléaire avec le Pakistan. Le savant Abdul Khan, qui est le créateur de la bombe atomique pakistanaise, a longuement travaillé avec la Corée du Nord.
C'est ce qui vous explique qu'un petit État de 30 millions d'habitants maîtrise aujourd'hui aussi bien le secteur balistique que le secteur nucléaire. Mais ceci, c'est la position de la Corée du Nord. Ce qui est important, c'est que la Corée du Nord constitue une digue d'arrêt face à la Chine dont elle est voisine, mais aussi face à la Russie. N'oubliez pas qu'entre Vladivostok et la Corée du Nord, il y a moins de 300 kilomètres. Donc une guerre, évidemment, dont utilisant des armes atomiques en Corée du Nord, elle touchera à la fois la Chine et la Russie. Votre analyse, hein, même si d'une certaine façon, vous avez transformé mon émission en une balle de ping-pong, parce que je pense tout de même, toute raison gardée, qu'un débat intellectuel peut avoir des différences de points de vue sans forcément avoir les mêmes points de vue. Voilà, le tout dans le cadre, bien sûr, d'un respect d'idées et de points de vue d'analyse, tout simplement. Voilà, on va sortir de cette émission avec vous sur cette analyse-là. Un dernier mot, je rappelle hein, que notre troisième thématique, justement, portait sur la coopération française avec l'Afrique. On y reviendra dans nos prochaines éditions, puisque nous sommes pratiquement arrivés au terme de l'émission. Mensonges, pillage, manipulation. Quel est le bilan de la coopération française en Afrique? Telle donc sera certainement notre prochaine thématique au cours de nos prochaines éditions de géopolitique internationale. On en parlera suffisamment et longuement, chers messieurs. Gamal Abina, un dernier mot très rapidement pour sortir de l'émission. Concernant la Corée du Nord ou l'Afrique? Gamal Abina, est-ce que vous avez un dernier mot? On va sortir de l'émission. Oui, sur la Corée du Nord, vous voulez savoir? Bon, allez-y. Je vais vous dire simplement par rapport à ces questions-là, donc très rapidement. La Corée du Nord, effectivement, est un pays qui est considérable dans la mesure où, sur le plan historique, c'était une des premières lignes de fracture entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis et puis la Russie, pour faire simple, et la Chine. La Corée du Nord a su développer de façon très habile des moyens de défense pour éviter d'être à nouveau agressée. Et je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre de la terreur dont on parlait pendant la guerre froide, c'est le fameux équilibre de la terreur du nucléaire, hein, simplement que les deux puissances se font face avec une arme atomique, garantit, et ça paraît paradoxal, c'est vrai, garantit la paix. C'est-à-dire que ce qui est dommage, c'est qu'on en soit arrivé à une prolifération nucléaire, c'est vrai, mais en même temps, les puissances qui ont la bombe atomique ne se font pas la guerre directement. Imaginez cette même guerre d'Ukraine, par exemple, si les États-Unis avaient la bombe atomique et les Russes non. Eh bien, il y a longtemps que les Russes auraient été envahis, agressés et qu'il y aurait une guerre illimitée sur le territoire russe. C'est pareil pour la Corée du Nord. Il y a une puissance nucléaire qui leur fait face, c'est les États-Unis. Les Nord-Coréens répondent avec un allié qui était les Chinois, mais maintenant sont autonomes sur le plan nucléaire. Et c'est bien de rappeler que celui qui a ouvert la boîte de Pandore, c'était effectivement ce savant pakistanais, Khan, qui a à la fois donné les capacités à la Corée du Nord avec le fameux système d'enrichissement d'uranium, avec sa fameuse centrifugation, mais qui l'a fait aussi pour l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran a les capacités nucléaires parce que cet homme a expliqué comment faire pour enrichir l'uranium. Donc, pour ma conclusion, je dirais simplement, c'est que c'est triste à dire aujourd'hui, mais ce qui garantit à la fois l'énergie abondante, c'est le nucléaire civil, et ce qui garantit la paix dans le monde, malheureusement, eh bien, c'est ces possessions d'armes nucléaires qui rééquilibrent les forces. N'oublions jamais que les États-Unis font souvent la guerre sans faire la guerre, d'ailleurs, ils ne déclarent jamais la guerre à personne, ils font la guerre sans déclaration de guerre, sans aucun mandat légal. L'ONU ne leur donne pas le mandat, ils y vont directement. Ils l'ont fait en 53 avec l'ONU, mais après, ils ont fait la guerre systématiquement sans les mandats de l'ONU. Et qu'aujourd'hui, on a quand même un pays qui est très impérialiste et qui se sent en difficulté, en danger vis-à-vis d'autres pays qui montent en puissance économique et militaire et qui montrent que les États-Unis ne sont pas le centre du monde. Et le seul enjeu qui reste aujourd'hui à réfléchir, c'est pas le fait qu'il y a un affrontement direct entre l'Est et l'Ouest, ça j'y crois pas du tout. Le seul enjeu qui reste aujourd'hui, c'est est-ce que les États-Unis garderont cette domination depuis Bretton Woods du dieu dollar. C'est le dollar qui faisait la loi aujourd'hui. Est-ce que les États-Unis vont conserver cette puissance impériale économique, à savoir le dollar, qui dominait les échanges mondiaux, pétroliers, gaziers ou de n'importe quel matériau d'ailleurs, mais particulièrement le pétrole et le gaz, c'était le dollar qui faisait la loi. Aujourd'hui, ça semble être de plus en plus la fin de cette domination totale des États-Unis. Pour ces interrogations qui font office de conclusion. Dimi Dalido, très rapidement, un dernier mot pour sortir de cette édition de géopolitique internationale, sans répondre à Luc Michel, s'il vous plaît. Oui, alors non, juste pour dire effectivement que je pense que on doit comprendre que, oui, je suis plutôt d'accord avec ce que disaient les camarades Gamal, c'est que
il faut vraiment comprendre qu'on en a marre, en fait, que les différents peuples en ont marre d'être totalement subordonnés et soumis au pétrodollar, aux directives et aux diktats de Washington. Et effectivement, il y a Gamal en a parlé, les accords de Bretton Woods, voilà, ils ont existé parce que à l'époque, dans les conditions de l'époque, bah, oui, effectivement, c'était peut-être nécessaire, même si on peut encore débattre à ce niveau-là. Mais là, maintenant, en 2022, le monde a changé. Les forces productives internationalisées elles se développent toujours plus. C'est la base de toutes les civilisations. Et donc, il est inadmissible, inconcevable qu'on soit toujours tous subordonnés et soumis aux diktats et aux directives de l'impérialisme nord-américain qui fait la guerre qui il veut quand il veut et qui donne et qui se présente et je finirai par là. L'impérialisme nord-américain se présente toujours comme étant la première démocratie du monde, alors que c'est le premier criminel du monde. Hein, il fait la guerre à différents peuples, envers et contre tous, sans mandat, sans rien. Et voilà, il faut se débarrasser de cette domination. Il faut vraiment il faut qu'on se délivre des griffes de l'impérialisme nord-américain qui nous empêche de nous réaliser et surtout qui empêche le nouveau monde de voir le jour, en fait. Vous voyez? Et en fait, ce qui va empêcher le nouveau jour d'apparaître, ce qui va empêcher la lumière d'éclairer l'obscurité, c'est l'impérialisme nord-américain. Donc, il faut vraiment qu'on arrête avec ça et qu'on se délivre, qu'on se libère de ce fardeau qui est l'impérialisme nord-américain. Je finirai juste par une phrase: la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour cette conclusion, Luc Michel, on sort avec vous sur cette question nord-coréenne. Vous disiez tout à l'heure que la Chine, sur le plan de son arsenal nucléaire, n'a rien à apprendre de la Corée du Nord. Inversement, est-ce que la Corée du Nord a à apprendre de la Chine sur ce plan précisément, Luc Michel? En 2 secondes. Oui, bien entendu, elle a à apprendre de la Chine et de la Russie. Mais comme mot de conclusion, je dirais tout d'abord un mot sur l'impérialisme américain. En 1962, le Che Guevara disait que l'impérialisme avait une tête, c'était les États-Unis, et qu'il fallait la lui couper. Et dans le cadre de mon action géopolitique, il y a actuellement une ville des États-Unis où les afro-descendants sont majoritaires. C'est Détroit. Elle a proclamé son indépendance le 17 septembre et lancé une république de Détroit. Je soutiens étroitement avec les dirigeants de Détroit cette action pour briser l'impérialisme américain. Maintenant, la seconde chose que je voudrais parler, c'est de l'Afrique en un mot. C'est vous donner une nouvelle, évidemment. On a annoncé hier que le siège des BRICS allait être établi à Bangui, en République de Centrafrique. Décidément, l'Afrique, elle est en train d'échapper des mains rapaces de la France, de l'Allemagne et surtout des États-Unis. C'est cela qu'il faut retenir de ce mouvement. Et on retiendra évidemment que tout cela a été lancé par Vladimir Poutine lorsqu'il a lancé l'opération spéciale en Ukraine le 24 février dernier. Infiniment à tous les trois, Dimi, Daledo, Gamal Abina, Luc Michel, pour tous vos éclairages tout au long de cette édition de Géopolitique Internationale. C'est avec plaisir que je vous retrouverai dimanche prochain dans le cadre d'une autre édition de Géopolitique Internationale. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Merci également à l'équipe technique de ce matin, tout spécialement à notre réalisateur Nathan Daï. Merci infiniment. Portez-vous bien. Au revoir.